La commande qui m'a été passée, c'est d'éclairer les pratiques athlétiques par le prisme de l'expérience culturelle. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais beaucoup vous parler d'expérience et je vais interroger avec vous l'expérience que l'on peut faire vivre aux élèves lorsqu'on les confronte à des pratiques dites atypiques. Et c'est un choix, le choix du titre, qui est volontaire, parce que de mon point de vue, il est tout à fait possible de proposer des pratiques atypiques pour faire vivre aux élèves une expérience culturelle authentique. Et j'entends par des pratiques atypiques, des pratiques qui, globalement, prennent certaines largesses par rapport aux pratiques sociales de référence. Et le point de vue que je vais développer et l'idée que je vais tâcher de conduire à la fois aujourd'hui mais aussi demain, c'est que parfois, en s'affranchissant des pratiques sociales de référence et en s'affranchissant des modèles un peu formels, il est tout à fait possible néanmoins d'amener les élèves à vivre des émotions et des expériences athlétiques typiques et propres à la culture athlétique. Assez classiquement, je vais découper mon intervention du jour en 3 temps, avec un premier temps qui m'amènera à revenir sur 3 principes emblématiques et fondamentaux me permettant de définir avec vous ce que j'entends par athlétisme scolaire. Et l'objectif, ça va être qu'on puisse ensemble peut-être construire une culture commune autour de ces principes pour voir en quoi est-ce qu'ils sont mobilisateurs et en quoi est-ce qu'ils nous permettent de porter un regard sur ce qu'est l'athlétisme à l'école et ce que sont les pratiques athlétiques dans un cadre scolaire. Dans un deuxième temps, je vais revenir avec vous sur une forme de pratique en relais vitesse que je tâcherai de présenter, mais de façon relativement macroscopique, en vous amenant à percevoir les éléments de démarche qui m'animent dans l'APSA relais vitesse et en vous amenant à comprendre que les choix que je fais sont des choix qui sont guidés justement par le souci de faire vivre aux élèves des expériences culturelles signifiantes et significatives. Je parle d'éléments de démarche parce que demain, justement, on tâchera d'opérationnaliser la démarche d'enseignement proposée pour aller vers des choses beaucoup plus concrètes et bien évidemment inscrites sur le terrain. Et enfin, dans un troisième temps, j'aborderai avec vous une question qui est aujourd'hui une question vive, me semble-t-il, en éducation physique et sportive, la question du combiné athlétique. Parce que depuis les programmes collège de 2015-2016, le combiné est apparu dans les programmations d'établissement. C'est un passage obligé dans les programmations d'établissement au collège. Et il y a de multiples formes de combiné qui émergent. Et vous allez voir que je vais faire des choix assez tranchés. Et j'ouvrirai à ce titre-là le débat avec vous pour qu'on puisse échanger à partir de vos conceptions et de la mienne. Et ces choix assez tranchés m'amèneront, vous allez le voir, à privilégier certaines modalités de combiné et à l'inverse à plutôt rejeter certaines autres modalités de combiné en étant toujours guidé par le même souci et la même logique, à savoir quel type d'expérience culturelle est-ce que l'on fait vivre aux élèves et est-ce qu'on respecte fondamentalement l'ADN des pratiques athlétiques lorsque l'on propose telle ou telle modalité de combiné. En préambule, je vous propose une réflexion générale à propos de la performance, parce que je pense qu'il est difficile de parler de pratiques athlétiques sans faire référence de près ou de loin, mais plutôt de près à la performance. Alors quelques éléments juste de cadrage, encore une fois, pour tenter d'élaborer ensemble, je dirais, une espèce de culture ou de base commune qui nous permettra d'avancer. Premièrement, la performance en EPS, elle est inscrite dans différentes dimensions et j'en retiendrai 3 sans être exhaustif bien évidemment. Premièrement, elle est inscrite dans une dimension, une composante d'ordre culturel et bien évidemment, c'est encore plus vrai pour les activités du champ d'apprentissage numéro 1 et plus spécifiquement pour l'athlétisme, car l'enjeu, c'est d'amener nos élèves à être performants. Je vais beaucoup utiliser ce terme-là aujourd'hui parce que, de mon point de vue, l'athlétisme, et y compris l'athlétisme scolaire, est porteuse d'un enjeu d'apprentissage et d'un enjeu de formation qui est fondamental, celui d'aider nos élèves à se dépasser et à entreprendre une quête du record et de la performance. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a des liens d'affiliation culturelle relativement forts qui méritent ici d'être soulignés. Dans un second temps, bien évidemment, la performance, elle a une existence
je dirais, expérientiel, parce que ce qui compte, de mon point de vue, dans les expériences données à vivre aux élèves, c'est qu'ils soient en capacité d'être performants. Et je reprends à ce titre un numéro de la revue Contre-Pied qui définit la performance comme un droit pour tous et pour toutes, et je pense que c'est véritablement un enjeu fort. Permettre à nos élèves, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de ressources, d'être performants, et donc de réaliser des performances significatives qui soient adaptées à leur niveau de ressources et à leur potentiel en éducation physique et sportive. Et enfin, bien évidemment, la performance a une existence institutionnelle, et vous allez le voir, c'est un argument que je reprendrai tout à l'heure pour faire des choix relativement tranchés dans les modalités de combiné athlétique que je retiens, car de mon point de vue, certaines modalités de travail sont très intéressantes, mais néanmoins ne respectent pas ces différentes composantes qui sont essentielles pour circonscrire la performance dans le champ d'apprentissage numéro 1 et plus spécifiquement dans les pratiques athlétiques. Alors, si je reviens sur un point, il me semble qu'il y a un dilemme qui est propre au champ éducatif et donc propre au champ scolaire lorsque l'on parle de performance, et ce dilemme est le suivant. Dans un premier temps, on peut considérer que dans une acception plutôt d'ordre social ou sportive, la performance, elle est référée toujours à une norme. Être performant, c'est être capable de produire quelque chose d'exceptionnel en référence à une norme sociale qui préexiste à l'individu et au déploiement de son activité. Et ça, c'est une dimension de la performance, mais bien évidemment, c'est une dimension de la performance qui pose problème. Elle pose problème parce qu'à l'école, l'un des enjeux, me semble-t-il, c'est d'aider nos élèves à se jauger et à se situer, mais peut-être dans un premier temps par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Il me semble que l'enjeu, ce n'est pas fondamentalement d'ouvrir la voie à ce que l'on peut appeler des comparaisons sociales normatives qui, on le sait, peuvent être délétères du point de vue de la construction de l'estime de soi, du sentiment de compétence, et qui peuvent, je dirais, porter préjudice à tous les vaincus, à tous ceux qui ne réussissent pas à produire des résultats significatifs au regard de la norme sociale donnée. C'est la raison pour laquelle, dans l'espace scolaire, il y a une deuxième acception de la performance qui, me semble-t-il, est très intéressante et peut nous amener à définir les contours d'un modèle plutôt hybride autour de l'idée de rendre la performance accessible à toutes et à tous. C'est-à-dire une performance qui ne soit pas nécessairement et strictement socio-normée, mais qui puisse être également auto-référencée. Et j'imagine que vous connaissez bien, par exemple, les travaux de Ghislain Annula sur ce plan-là, qui montre avec je dirais, une relative acuité que l'idée de champion de soi-même, c'est une idée qui est centrale et qui mérite d'être défendue et discutée en éducation physique, et y compris dans les pratiques athlétiques. Alors, globalement, la performance, la réflexion et le regard qu'on porte sur la performance, elle doit nous amener à privilégier cette double entrée avec des choix qui, vous allez le voir, de mon point de vue, sont relativement clairs à effectuer. Ce qu'on vient de dire, c'est que la performance, ça peut être chercher à se distinguer des autres, mais la performance, ça peut être également chercher à s'améliorer soi-même. Parce qu'on est à l'école, j'aurais tendance à dire qu'il y a une double condition qui mérite d'être posée. Premièrement, cette double acception, elle est intéressante, mais elle doit nous amener, en tout cas c'est mon point de vue et ma conception, elle doit nous amener à faire des choix qui sont des choix hiérarchiques. À savoir que parce que nous sommes au sein de l'espace scolaire et parce que à l'école nous sommes porteurs d'un certain nombre de valeurs éducatives, il me semble qu'il y a une dimension, une composante de la performance qui est à prioriser par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a aucune raison d'être, mais ça veut dire que de mon point de vue, si nous devons faire un choix de priorisation, il y a une dimension et une composante à prioriser. En l'occurrence, bien évidemment, comme nous sommes à l'école, je pense qu'il est plus important et plus intéressant d'aider les élèves à devenir véritablement champions d'eux-mêmes et à construire des référents qui sont plus personnalisés et internalisés dans la perspective de performer. D'un autre côté, nous sommes à l'école certes, mais ça peut être très intéressant aussi
d'entrer dans une logique de défi, de compétition, qui est là encore inscrite dans les fondements culturels des pratiques athlétiques. Quand on regarde de l'athlétisme, certes, on s'intéresse aux records que peuvent établir les athlètes, mais on s'intéresse également à la compétition inter-athlètes qui se déploie pour savoir qui est en capacité de gagner, qui est en capacité de remporter le concours, qui peut arriver premier. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'idée que ce qui peut animer le désir d'agir et d'apprendre des élèves, ce qui peut être porteur de motivation, c'est aussi cette expérience de la victoire. Cette expérience de la victoire, je pense qu'il ne faut pas la rejeter et qu'il ne faut pas diaboliser un modèle de performance qui consisterait à engager les élèves dans des formats de compétition. Par contre, encore une fois, rappelez-vous, je pense que ce n'est pas la première voie d'entrée à privilégier et je pense surtout que c'est un modèle qui est valide à une autre condition fondamentale, qu'il y ait une égalité des chances de victoire qui soit offerte aux élèves. Ça n'a aucun sens d'amener les élèves à entrer en compétition les uns contre les autres dès lors qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires de se confronter les uns aux autres. S'ils n'ont pas les moyens de se confronter les uns aux autres, si la compétition est tronquée dès le départ, ça n'a aucun sens de les engager dans un registre performatif qui serait de type normatif ou socio-normé. C'est la raison pour laquelle, et en l'occurrence, en athlétisme, il y a des formats de pratique qui existent et qui sont très intéressants. Je pense que nous avons à réfléchir aujourd'hui et dans les années à venir à des situations qui peuvent nous permettre, dans les différentes disciplines, de recréer artificiellement des conditions d'égalité des chances pour permettre à des élèves qui n'auraient pas nécessairement le même bagage de pouvoir néanmoins s'affronter et entrer en compétition les uns contre les autres. Tout ça pour dire que ces deux enjeux, ce sont des enjeux de fond qui, de mon point de vue, dessinent la nature de la performance et des expériences que les élèves doivent vivre en éducation physique et sportive lorsque l'on parle de pratique athlétique. Si jamais j'essaye d'être plus clair, l'enjeu c'est d'une part de chercher à battre son record, parce qu'il n'y a pas de pratique athlétique sans que le record ne soit la finalité recherchée. Donc il faut que les élèves soient engagés dans des dynamiques de record, de quête du record, et que d'un autre côté, les élèves puissent aussi éprouver l'expérience de la victoire, s'engager pour, à un moment donné dans la séquence d'enseignement, être en capacité de remporter la confrontation. Je passe assez rapidement, mais je trouve que cette phrase de Ghislain Hanula et d'Éric Lobet, elle est quand même significative et représentative de ce qu'il faut éviter de faire vivre aux élèves et justement des précautions que nous devons prendre à ce titre-là. En EPS, il faut éviter un système féodal de classement comparatif où seul le meilleur devient le champion de la classe sans pour autant avoir obligatoirement développé ses ressources. J'attire votre attention sur 2 points. Seul le meilleur devient le champion de la classe. Bien évidemment, l'enjeu, c'est que nous puissions nous adresser à tous et à toutes et donc que nous puissions faire progresser les élèves. Et dans cette perspective-là, il est fondamental de les recentrer sur des modèles de performance auto-référencés. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un deuxième point qui m'anime, et vous allez le voir, j'espère en tout cas que vous le percevrez, ça irriguera les propositions que je vous ferai en relais vitesse et en combiné athlétique. C'est l'idée de développer ces ressources. Pour moi, l'essence des pratiques athlétiques, c'est chercher à se dépasser, donc à repousser ses limites, donc chercher à développer le bagage dont on dispose. Je citerai Bernard Jeux qui définit la performance comme le fait de chercher à reculer le possible aux confins de l'impossible. Reculer le possible aux confins de l'impossible, c'est entreprendre de développer les ressources que l'on possède pour optimiser et maximiser ses capacités à être performant. Et je pense que c'est véritablement ce qui peut nous guider. Enfin, je vous livre une dernière anecdote. Lors de la biennale de la EPS en 2015, Ghislain Hanula et Éric Lobet ont présenté d'entrée de jeu lors de leur conférence quelque chose qui moi m'a marqué, en l'occurrence un test VMA progressif
Et sur la vidéo qu'il présentait, on voyait des élèves qui s'arrêtaient à différents paliers, des élèves qui s'arrêtaient à 12 km/h, 13 km/h, 14 km/h. Et le dernier élève de la classe était adulé par ses pairs parce qu'il atteignait, je ne sais plus exactement, mettons 16 ou 17 km/h de VMA. Il était encouragé, il était applaudi, et finalement, cet élève-là, en réalité, était en deçà de son potentiel de ressources. D'autres élèves qui avaient basculé dans l'anonymat le plus total en arrêtant le test d'effort à 13 ou 14 km/h, eux, c'était ce jour-là sublimé. Je pense qu'à ce titre-là, et c'est quand même en l'occurrence une anecdote qui est évocatrice et symptomatique des difficultés qu'on peut rencontrer justement à faire entrer les élèves dans une logique de dépassement de soi, je pense qu'à ce titre-là, l'un des enjeux auxquels nous sommes confrontés, c'est permettre à nos élèves, à tous nos élèves, de s'éprouver. Et s'éprouver en athlétisme, ça peut être compliqué, car dans certaines disciplines athlétiques, heureusement ou malheureusement, il faut, pour performer, être en capacité de repousser des seuils de douleur qui sont significativement marquants. Qui plus est, à une période fondamentale de la vie qui est l'adolescence, qui plus est avec des élèves qui sont généralement très réticents à s'engager dans l'effort physique et qui sont généralement très sensibles à la douleur et à la pénibilité éprouvée lorsqu'ils fournissent des efforts. 3 principes qui, de mon point de vue, sont fondamentaux et peuvent nous permettre de mieux comprendre l'ossature et l'organisation des pratiques athlétiques. En premier lieu, je dirais qu'il est fondamental, quelles que soient les modalités de travail, d'enseignement, les formats d'apprentissage retenus, que les élèves puissent chercher à se dépasser lorsqu'ils pratiquent dans les disciplines athlétiques. Qu'ils puissent chercher à se dépasser. Chercher à se dépasser autour d'une dialectique qui est la suivante, que j'ai déjà en partie présentée. Battre son record parce que le record est à la fois un moyen et une finalité. Le record est un moyen car il permet de me situer et de situer les progrès que je réalise au cours de la pratique et de la séquence d'enseignement. Et en même temps, le record est une finalité car c'est ce que je dois atteindre. Et finalement, la construction de compétences dans les pratiques athlétiques m'aide à être plus performant et donc à améliorer mon record. D'un autre côté, un deuxième objet, bien évidemment, que j'ai présenté également, faire l'expérience de la victoire ou intentionnellement avoir la volonté de gagner, de se confronter aux autres pour gagner, c'est encore une fois quelque chose qui doit piloter l'activité des élèves. Qui doit piloter l'activité des élèves parce que sur un plan expérientiel, être en capacité de se dépasser soi-même et de chercher à remporter la compétition contre les autres, ça a encore une fois du sens et ça respecte l'ADN et je dirais la dimension anthropologique qu'on peut assimiler aux pratiques athlétiques. Dans un deuxième temps, et j'insisterai beaucoup sur ce plan-là demain, de mon point de vue, les activités athlétiques doivent aider les pratiquants à construire des registres de motricité et de coordination non usuels. Faire de l'athlétisme, c'est être capable de construire un certain nombre de principes d'efficacité et de principes d'action qui aident le pratiquant à développer des registres de technicité et de coordination non usuels. Parce que le pratiquant est en capacité tantôt d'augmenter, tantôt de réduire ses prises d'avance d'appui, parce que le pratiquant est en capacité de trouver des niveaux de dissociation entre les ceintures pelviennes et scapulaires qui sont plus ou moins fines, de construire des alignements, d'être en capacité de maintenir des positions de gainage qui vont servir la locomotion et la propulsion. L'enjeu étant que nos pratiquants, nos élèves, soient capables tantôt de chercher à optimiser l'efficacité propulsive, courir plus vite ou courir plus vite plus longtemps, ou courir avec plus d'efficience plus longtemps, tantôt chercher à propulser un engin plus loin ou se propulser soi-même plus loin, de façon à ce que, quelque part, on puisse répondre à ce grand enjeu
encore une fois, culturelles et anthropologiques qui traversent les pratiques athlétiques. Et je reprendrai ici une définition, en tout cas une citation de Bernard Jeux. Faire de l'athlétisme, c'est chercher systématiquement à agrandir l'espace et à raccourcir le temps, aller plus vite et être capable de se déplacer, ou en tout cas de sauter, de lancer plus loin. D'accord ? Raccourcir le temps, agrandir l'espace. Dans cette perspective, et je m'appuie ici sur une présentation qui a été faite par Michel Pradet autour d'un double cadre d'analyse qui me semble fonctionnel. Dans cette perspective, je pense que les pratiquants, nos élèves, sont tantôt amenés à résoudre des problèmes d'équilibration, tantôt amenés à résoudre des problèmes qui concernent l'optimisation de l'efficacité propulsive. Et l'enjeu, dans les pratiques athlétiques, c'est bien de les aider à mieux s'équilibrer pour performer ou, à d'autres moments, à véritablement optimiser l'efficacité propulsive pour être en capacité d'améliorer, de sublimer le record que les élèves détiennent. Ce cadre d'analyse, je trouve qu'il est relativement intéressant car il est finalement transversal à l'ensemble des pratiques athlétiques. Transversal à l'ensemble de disciplines qui ne se ressemblent pas parce qu'il y a des singularités marquées entre, par exemple, le saut en hauteur et le lancer de disque, et en même temps des disciplines qui peuvent se rejoindre sur un certain nombre de principes communs. En l'occurrence, si je devais définir un minimum exigible pour tenter de trouver un dénominateur commun, ça serait celui-là, chercher tantôt à s'équilibrer, tantôt à se propulser, en étant en capacité, encore une fois, d'optimiser, je dirais, les trajets moteurs dans la perspective de se propulser soi-même ou de propulser un engin plus loin. Faire de l'athlétisme, c'est entrer dans une logique d'entraînement, de mon point de vue, et c'est une dimension qui ne doit pas être oubliée. Entrer dans une logique d'entraînement, c'est être en capacité de se mettre en projet. Se mettre en projet pour développer ses ressources, et j'en ai parlé tout à l'heure, l'idéal de développement des ressources, c'est un idéal qui est relativement important. Et je pense que c'est essentiel que l'enseignant ne soit pas démissionnaire à ce niveau-là. J'entends par là, et je pense que c'est un point de vue que vous partagez, j'entends par là que nos élèves ont des ressources qui sont la plupart du temps relativement faibles, ont un niveau de ressources relativement faible, et que, quelque part, fort heureusement, il est plus simple de développer des ressources lorsqu'elles se situent à un niveau plus bas que de chercher à développer des ressources chez un pratiquant qui a un bagage déjà très élaboré. Pour le dire de façon plus simple, lorsque l'on court le 100 mètres en 17 secondes, c'est plus facile de réussir à gagner quelques dixièmes de seconde que lorsque l'on court le 100 mètres en 11 secondes. Ce qui veut dire que cette ambition, c'est une ambition réelle que nous devons porter. Inciter les élèves à s'engager dans un projet d'entraînement marqué par la répétition, marqué par la cohérence des efforts, qui puisse permettre à nos élèves de développer leurs ressources et leur potentiel. Et je tâcherai très concrètement, quand on abordera les deux activités retenues pour la présentation, le relais vitesse et puis le combiné athlétique, de faire des propositions qui, j'espère, feront sens à ce moment-là. Dans un second temps, je vous le disais, entrer dans une logique d'entraînement, c'est être en capacité de se mettre en projet. Et se mettre en projet, c'est finalement définir les contours de son activité, c'est conquérir des espaces d'autonomie et de liberté qui, me semble-t-il, sont essentiels à construire dans un continuum de formation évolutif, de la 6e à la terminale, qui peut nous amener à réfléchir à des formes de dévolution et de délégation du travail qui sont plus ou moins assumées. En l'occurrence, j'estime à titre personnel, et c'est une conviction forte que je porte, qu'il n'est pas nécessaire, par exemple, d'attendre le lycée et l'inscription dans le champ d'apprentissage numéro 5 pour construire avec les élèves ce que l'on pourrait appeler les bases du savoir s'entraîner physiquement. Je pense que c'est un objectif essentiel de la scolarité aujourd'hui. Je pense que c'est un enjeu de formation important vers lequel la discipline EPS peut se tourner et qu'il est important que dans les pratiques athlétiques notamment, parce qu'elles s'y prêtent,
on puisse aussi amener les élèves à se mettre davantage en projet. Et se mettre en projet, c'est être en capacité de construire un projet d'entraînement et de performance qui tient compte de mes propres ressources, de mes propres faiblesses, mais aussi de mes propres forces, de façon à ce que je sois en capacité de me situer pour performer. Ce qui veut dire que, si je résume les choses de façon très succincte, on pourrait considérer que l'expérience athlétique, elle repose principalement sur 3 pôles. Premièrement, la nécessité d'engager les élèves dans une quête de record et de performance, en partant du principe que le record, c'est ce qui est la finalité et en même temps ce qui peut être le moyen d'engagement dans la pratique. Deuxièmement, l'expérience culturelle athlétique, elle nécessite que les élèves soient capables d'explorer des registres moteurs et techniques diversifiés qui puissent les amener à quitter des modes de locomotion usuels pour aller vers des modes de coordination plus spécifiques, plus efficaces, plus efficients, et qu'il est donc nécessaire d'apprendre à faire un certain nombre de choses, qu'il est donc nécessaire de construire un certain nombre de principes d'efficacité et de principes d'action, quelles que soient les disciplines athlétiques concernées. Et ce qui est intéressant, en tout cas c'est le pari que je fais et c'est la démarche que j'adopte, c'est que ces principes d'action et d'efficacité, là encore, peuvent être transversaux. Mais ne s'expriment pas exactement de la même manière selon les disciplines concernées. Si je vous donne un exemple très concret, on peut considérer en course de haie qu'il est fondamental pour construire un franchissement d'obstacles rasant de chercher plutôt à réduire les prises d'avance d'appui antéro-postérieures, c'est-à-dire que le pied soit posé plutôt sous le bassin. À l'inverse, en saut en hauteur, pour chercher à élever le centre de gravité, et en vertu d'un principe d'action-réaction, il est fondamental de chercher à accroître les prises d'avance d'appui antéro-postérieures et latérales, c'est-à-dire faire en sorte que le pied soit placé plutôt loin devant le bassin. Donc les élèves peuvent construire des principes d'action qui ne s'exprimeront pas exactement de la même manière selon les disciplines athlétiques concernées et les contraintes biomécaniques de l'effort. Enfin, bien évidemment, en athlétisme, engager les élèves dans une dynamique de projet, et s'engager dans une dynamique de projet, c'est travailler au regard de ses propres ressources, de ses propres possibilités, pour être en capacité de formaliser un projet d'entraînement qui soit adapté à, je dirais, ses objectifs de travail et son projet d'amélioration de performance. Encore une fois, je pense que nous avons un travail à faire à ce niveau-là pour que nous puissions amener nos élèves à se mettre en projet avec un niveau d'évolution sur le continuum de formation qui soit progressif et qui puisse nous aider à dessiner les contours de formes de pratique adaptées. Un parti pris qui organisera mon discours, et c'est ce que j'ai commencé à vous dire, de mon point de vue, le vécu d'une expérience culturelle signifiante ne nécessite pas nécessairement de faire révérence aux pratiques sociales de référence. Ce que je veux dire par là, et je rejoins Michel Pradet qui, lors d'une intervention il y a quelques années, disait à peu de choses près la chose suivante: il ne faut pas d'emblée proposer des pratiques sociales de référence aux élèves pour leur faire vivre des expériences culturelles, athlétiques, authentiques. On peut vivre une expérience d'athlète en prenant de la distance avec des formes de pratique, je dirais, un peu formelles. Et en l'occurrence, vous allez le voir, je ferai un certain nombre de choix qui m'amèneront à m'éloigner de certaines pratiques sociales de référence pour construire les contours de formes de pratiques scolaires plus atypiques, mais qui néanmoins placent l'émotion athlétique, c'est-à-dire la quête du record et du dépassement de soi, la possibilité de se confronter à l'autre pour chercher la victoire, au centre de la démarche d'enseignement. Et je pense que c'est ce qui doit nous animer pour aider nos élèves à construire, je dirais, des expériences qui puissent faire sens à l'échelle de ce qu'ils vivent avec nous dans le cadre des cours que nous leur proposons. Alors, ce parti pris, il repose sur un certain nombre de choix. Sans être exhaustif, j'en retiens 3 que je vous présente succinctement et sur lesquels je pourrais revenir par la suite et que je développerai davantage. Dans un premier temps, je pense qu'il faut aller vers une simplification des contraintes matérielles lorsque nous enseignons sur le terrain.
aller vers une simplification des contraintes matérielles. Ça ne veut pas dire tomber dans le simplisme, mais c'est considérer qu'il est fondamental que nos élèves puissent s'engager dans un travail qui est un travail porteur de sens et porteur d'apprentissage. J'entends par là que lorsque vous faites par exemple en club du lancer, la plupart du temps, si jamais vous observez les entraîneurs sur le terrain, ils ont des petits effectifs et ils travaillent avec des élèves sur un temps relativement long. Quand vous faites du lancer en EPS et que vous avez une trentaine d'élèves qui ne sont pas nécessairement tous volontaires, qui parfois ne sont pas du tout contents d'être là, qui ne maîtrisent pas nécessairement et toujours tous les contenus de sécurité que vous vous efforcez de leur transmettre pour agir en pleine sécurité dans la pratique. Je pense par exemple au javelot, qui peut parfois faire un peu frémir quand on a des séquences d'enseignement en javelot. On pourra revenir sur des anecdotes croustillantes. Globalement, je pense qu'il est nécessaire de tenir le pari de la simplification des contraintes matérielles et qu'il est possible de dessiner des contours de formes de pratique plus simples, mais n'évacuant pas, je dirais, l'expérience que nous entendons faire vivre aux élèves sur le terrain. Deuxièmement, aller vers l'optimisation du temps d'apprentissage parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et que ce temps d'apprentissage doit être significativement optimisé. Je vous donne un exemple concret concernant le combiné. Je pense par exemple que dans le cadre du combiné athlétique, il est plus opportun de rejeter certaines disciplines qui sont tout à fait intéressantes, mais qui, lorsqu'elles sont juxtaposées ou articulées, peuvent poser des problèmes d'entrée dans les apprentissages. Je pense par exemple qu'il est plus intéressant de choisir de la course de demi-fond que de choisir du relais vitesse, parce que le relais vitesse, dans le cadre d'un combiné, nécessite une organisation matérielle, une explicitation de ce qu'il y a à faire, des consignes de travail qui sont peut-être un peu plus laborieuses que lorsque l'on fait du demi-fond. Je pense par exemple que le saut en longueur est plus simple à aborder avec des élèves que le multibond, qui nécessite, encore une fois, sur le plan, je dirais, de la construction des dispositifs de travail, de l'intégration des contenus moteurs, un travail supplémentaire et plus insistant. En l'occurrence, vous le verrez, moi je ferai le choix de vous proposer des formes de travail qui sont relativement simples au sens où elles permettent de mettre l'accent sur l'optimisation du temps d'apprentissage et elles ne font pas, à ce titre-là, l'économie des apprentissages. Par contre, elles recentrent les élèves sur des apprentissages jugés emblématiques pour qu'ils soient en capacité de progresser et de performer. Choisir le fond plutôt que la forme, c'est bien considérer ce que je vous disais tout à l'heure, que ce qui compte, in fine, c'est l'expérience que les élèves vont vivre, indépendamment des formes de pratique que vous retenez, à la condition que ces formes de pratique respectent l'essence culturelle des activités athlétiques, à savoir que le record soit présent, que la performance soit présente et que les élèves soient engagés dans une logique de dépassement de soi.